Il est 6h moins 1, on va pouvoir y aller. Merci aux 22 déjà présents là pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à ces petites visioconférences. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui a beaucoup été demandé au niveau des votes. C'est le thème de la formation des gardiens de 11-13 ans. Donc, c'est pas un thème super simple à aborder, on verra pourquoi, mais on va le faire quand même et on va bien le faire, je l'espère, avec Vincent, ici présent, Vincent Morisset. Donc, il nous fait le plaisir de venir partager son expérience et son expertise aujourd'hui. C'est la première fois finalement qu'on se voit, qu'on collabore et moi je le fais avec un grand plaisir parce que j'aime beaucoup suivre tes activités handballistiques via les réseaux sociaux et les vidéos que je peux trouver sur YouTube. Donc je suis vraiment ravie et puis tu as un super parcours aussi. Je vais te laisser développer un petit peu pour que tu puisses te présenter et le présenter aux gens qui sont parmi nous. Vas-y. Bonjour tout le monde, donc Vincent Morisset, je suis conseiller technique fédéral du comité du Var de handball depuis 19 ans. J'ai mis en place une école varoise de gardiens de but pour les gardiens de but de moins de 13 à moins de 18 sur le département il y a 5 ans, où il y a à peu près un peu moins de 500 gardiens qui y sont passés. Donc quelque chose qui fonctionne bien avec des soirées d'entraînement dans des secteurs, puis après des stages pendant les vacances. J'ai aussi entraîné les gardiennes de but de Toulon-Saint-Cyr en LFH pendant 9 ans sous l'ère de Thierry Vincent. J'ai entraîné aussi des gardiennes sur le SN3 une année à Clermont-Ferrand. Et voilà l'ensemble de mes missions qui concernent le gardien de but sur mon département. Pour démarrer, j'ai dit que c'était un thème qui n'était pas forcément simple à aborder. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais partager mon écran pour que vous voyez le PowerPoint. Est-ce que c'est bon pour vous? Vincent, c'est bon? C'est bon, voilà, c'est bon. Ok. À partir de ce moment, je n'ai plus accès au chat. Voilà. Donc, j'ai dit que ce n'était pas simple parce qu'en fait, ça pose une question qui fait débat. Ça pose la question de la précocité de la spécialisation. Donc, est-ce qu'on peut spécialiser un jeune de 11-13 ans sitôt que ça dans les buts? Il y a un consensus qui se dégage et qui tend à être plutôt contre cette spécialisation précoce. Mais parallèlement, face à la montagne de travail qu'il y a à faire pour être formé en tant que gardien de but, on se dit aussi que plus tôt on s'y met et mieux ce sera. Personnellement, je rejoins le consensus que c'est un peu tôt pour spécialiser un gardien. Mais cela dit, je le fais à partir du moment où le gardien ou la gardienne exprime une réelle volonté de se spécialiser à ce poste-là et qu'il ne veut absolument pas jouer ailleurs. Donc, après, si c'est possible, j'essaye toujours de l'amener sur le terrain aussi d'une manière ou d'une autre, ce gardien ou cette gardienne-là, parce que j'estime qu'un gardien de but, il doit avoir une certaine culture du jeu aussi qui s'acquiert sur le terrain. Donc, ça peut être pendant l'entraînement, hein, pendant des jeux, pendant des petites séquences de travail collectif, mais de manière un peu à distiller, quoi. De la même manière que, par exemple, on va faire une rotation à l'entraînement dans les buts si jamais il n'y a pas de gardien. Et voilà, c'est à peu près pareil. C'est de temps en temps, voilà, la gardienne, si elle peut faire un petit peu, si elle peut jouer à la balle sur le terrain un petit peu de temps en temps, je le fais. Il y a des règles départementales qui encouragent justement les
les gardiens de but à aller sur le terrain. Et j'insiste bien sur le terme d'encourager parce que souvent on le perçoit comme une contrainte. Voilà, c'est le changement de gardien à chaque mi-temps ou chaque tiers-temps. Le gardien, il peut très bien jouer sur le terrain, la mi-temps où il ne peut pas jouer dans les buts. Donc, c'est quelque chose à développer, je trouve. Et la règle de la joueuse polyvalente en intercomité aussi, donc c'est le fait que la gardienne de but, justement, elle doive, pendant un tiers-temps, jouer une mi-temps, jouer sur le terrain aussi. Donc, ça peut paraître un peu aberrant, mais moi, je trouve que ce sont des règles qui encouragent le gardien de but à aller voir ce qui se passe aussi sur le terrain. Et ça, très tôt dans leur formation. Vincent, est-ce que tu as quelque chose ce serait quoi ta position par rapport à cette question-là de la précocité, de la spécialisation? Ma position, elle est un peu semblable à la tienne, c'est-à-dire que des gardiens qui veulent se spécialiser très tôt et qui sont motivés pour ça, justement par rapport, comme tu disais, à la masse de travail qu'il y a à faire sur le poste de gardien de but, je suis vraiment pour en fait, la spécialisation jeune dans ce cas-là. Après, c'est vrai que le fait de jouer sur le terrain, ça permet aussi de développer une autre motricité que celle spécifique au gardien de but. Sur la règle de la joueuse polyvalente sur les intercomités, je mettrai un bémol quand même. Si ça reste qu'une recommandation, je veux bien, mais il ne faut pas que ça devienne une obligation, parce que j'ai eu le cas, par exemple, dans mon département où on avait 3 gardiennes qui étaient spécialisées sur le poste et de très très bon niveau. Et dans ce cas-là, on est obligé de faire des choix, de supprimer une de ces gardiennes ou 2 de ces gardiennes pour pouvoir faire jouer une joueuse dans la cage. Et ça peut poser problème. Donc, il y a des cas particuliers comme ça où je ne suis pas trop pour, mais tant que ça reste une recommandation sur les intercomités, ça me va. Si on vient l'imposer, ça pourrait peut-être démotiver certains cas particuliers et ça me gêne un peu. Après, il y a aussi le côté du contexte compétitif qui fait que forcément, on veut que les meilleurs éléments soient au meilleur endroit. Et alors que cette règle, finalement, qui s'applique en contexte compétitif, a pour but aussi de former. Donc, il y a cette contradiction-là qu'on peut associer à cette règle. Oui, mais après, il y a un volet qui est important aussi dans les intercomités, par exemple, si on parle des intercoms, c'est le volet détection. Et sur la détection, quand on voit les gardiennes qu'on peut avoir, des bonnes gardiennes qu'on peut avoir, c'est gênant aussi. Donc il y a aussi ce paramètre-là à prendre en compte. Tout à fait. Bon, donc une fois que cette question-là de la spécialisation précoce ou non, elle a été réfléchie, qu'on se trouve avec des gardiens qui ne veulent jouer que à ce poste-là, faut s'interroger sur le travail à leur proposer. Qu'est-ce qu'on va prioriser? Qu'est-ce qui va être important à cet âge-là de travailler? Parce que les contenus peuvent être très, très nombreux, mais à mon sens, il ne faut pas se rater sur la priorisation du travail à mener. À mon avis, et pour en avoir très souvent discuté avec plusieurs entraîneurs d'expérience de niveaux différents, il faut mettre le curseur énormément sur le développement des qualités motrices. En plus du courage et de la curiosité qui, normalement, pour moi, ça va de soi et ça doit être développé en tout temps. Au niveau donc de la motricité, qu'elle soit générale mais aussi spécifique. On va détailler ça un petit peu après. C'est important que le gardien de but, il sache courir dans différentes directions, qu'il sache sauter, qu'il sache lancer et qu'il soit à l'aise dans toutes ces différentes activités-là. Plus tôt il sera à l'aise avec ce qu'il peut faire avec son corps, et plus on va pouvoir tôt l'aider à développer après des compétences techniques, tactiques, des apprentissages qui sont plus complexes. Vincent, est-ce que tu as quelque chose à compléter? Moi, je suis gardien, c'est un gymnaste quasiment. Il faut le faire travailler donc avec des ballons parce que c'est quand même le cœur de notre activité, hein, le ballon.
Mais il ne faut pas hésiter à varier les types de formations et sur des activités gyniques, des choses comme ça, ou plein d'autres activités qui peuvent justement l'aider dans sa motricité. Et ça peut passer par d'autres sports, l'entraîner au handball, mais à travers d'autres sports, ce qu'on peut trouver dans d'autres sports. Okay. Tout à l'heure, justement, je disais, faut pas, comment dire, enfin, j'insiste en fait sur cette motricité générale et spécifique parce que, enfin, pour moi, c'est essentiellement à travailler en club. Parce que ce qu'on souhaite aux enfants de cet âge-là et qui ont un petit peu d'ambition ou l'esprit d'aventure, voilà, c'est d'être détecté, c'est de progresser, c'est d'être détecté au comité. Ça va être la première étape normalement. Et arriver en comité, en regroupement comité, oui, on va travailler la motricité et la motricité spécifique, mais c'est aussi le moment d'aller plus loin dans le développement des compétences. Et moins l'entraîneur va avoir à passer du temps sur la motricité et plus vite il va pouvoir aller sur ces apprentissages un peu plus complexes. Donc oui, l'entraîneur en comité, il va continuer de travailler la motricité, mais c'est, à mon avis, surtout à l'entraîneur de club que cette mission incombe. Est-ce que tu partages cet avis ou tu es plus nuancé, Vincent? Non, tout à fait. Le travail en club est quand même primordial. C'est là où on les voit le plus. Donc, forcément, le gros travail de base, comme tu l'as mis sur la motricité générale, spécifique, tout ça, ça doit être fait en club. Après, c'est vrai que sur les sélections, c'est là qu'on rentre un peu plus dans le travail précis sur le gardien, sur le placement, le déplacement, la relance, l'enchaînement de tâches, tout ça. Ce qu'on vient de dire un petit peu là, qu'est-ce qu'on travaille en club et qu'est-ce qui pourrait être travaillé en comité. Alors, j'insiste, moi, mon intention sur ces visios, c'est pas de me focaliser sur l'élite, sur ce qu'on fait dans l'élite. Et finalement, le comité, ça peut être considéré comme l'élite d'une catégorie d'âge dans un petit secteur en France. Mais je maintiens que ce que je peux aborder avec les invités, avec les intervenants invités, peu importe le thème, ça doit pouvoir satisfaire toutes les catégories d'âge. Donc là, on parle de ce qu'on peut faire en club, ce qu'on peut faire en comité. Mais voilà, pourquoi? C'est parce que c'est une année d'âge où il y a cette dimension-là de compétition, de détection à prendre en compte aussi. Je ferme un petit peu la parenthèse. Motricité générale. La motricité générale, ça va être les mouvements globaux, on va dire, qu'on peut faire, que tout le monde en bonne santé peut faire. Donc, ça va être sauter, courir, lancer, voilà. Donc, finalement, la motricité générale, elle peut être travaillée de la même façon, tant pour les joueurs de champ que pour les gardiens de but. La motricité spécifique, en fait, elle est spécifique au poste qu'on occupe. Donc, pour les gardiens de but, ça va être proche des mouvements finalement réalisés pendant le match, des mouvements spécifiques aux gardiens. Et ça peut être travaillé à côté du but. Ils sont deux gardiens, par exemple, ou un gardien qui travaille dans le but et puis un autre qui travaille à côté du but. Ça peut être fait, s'il est archi motivé, le gardien de but, qu'il y a du temps avant l'entraînement ou après, peu importe. Après, c'est une question d'organisation. Ça peut être 20 minutes avant l'entraînement. Il peut faire quelques exos. Mais ça peut aussi être à la maison. Là, on voit pendant le confinement plein de vidéos sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice à la maison pour garder sa forme. Et souvent, ce sont des exercices de motricité, générale ou spécifique, qui sont proposés dans ces vidéos. Donc, c'est sur ce même principe-là qu'on peut, il ne faut pas penser que tout le travail, que ce soit du gardien ou du joueur de champ, se fait exclusivement pendant les séances d'entraînement ou les matchs. Il y a aussi le temps qu'on peut organiser plus ou moins facilement en dehors de ces moments de pratique-là. Voilà. Est-ce que tu veux commenter davantage cette diapositive?
Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que les gardiens que j'ai en situation d'entraînement, et particulièrement chez les jeunes, j'essaye de mettre l'accent sur le fait d'être autonome en fait, sur leur formation, de pas seulement vivre à travers des séquences que peuvent leur proposer les entraîneurs, mais de vraiment s'approprier le travail qu'ils veulent faire par rapport aux conseils qu'ils peuvent avoir de leurs entraîneurs ou d'autres personnes. Donc c'est vrai que chez moi, je mets un très fort accent sur l'autonomie du gardien de but, qui me semble important pour progresser sur ce poste. Je vais développer un petit peu plus ce qu'on entend ce qu'on peut entendre par motricité générale et spécifique appliquée aux gardiens de but. Ce qu'on va demander aux gardiens de but de manière générale, ça peut être de se déplacer rapidement dans toutes les directions, changer rapidement de direction. Donc, il y a un travail d'appui qui peut se faire. Sauter sur le pied gauche, sauter sur le pied droit, voilà, assez haut. Et d'être capable de lancer relativement loin, que ce soit pour faire une remise en jeu au milieu de terrain ou bien plus loin dans le cadre d'une montée de balle, d'une contre-attaque. Voilà. Donc, en fait, ces compétences-là, finalement, ça peut être développé à la fois pour les joueurs de champ et pour les gardiens de but. À l'inverse, la motricité spécifique, elle peut être intéressante pour les joueurs de champ, mais elle va être primordiale pour les gardiens de but. Le gardien, on va lui demander d'être capable d'agir aussi facilement à droite qu'à gauche, notamment pour éviter de rentrer dans des stéréotypes de jeu où on décide de ne jouer, où tout est déclenché toujours du même côté. Le gardien, il a le droit d'utiliser ses pieds, donc il faut qu'il sache quoi en faire de ses pieds. Être capable de se déplacer rapidement latéralement et d'agir aisément sur le côté. Et ça, c'est particulier parce que quand on analyse nos mouvements au quotidien, donc notre motricité générale au quotidien, et ben finalement, 90% de nos mouvements se font vers l'avant. On agit très rarement sur le plan frontal, donc ouais, sur les côtés, à part si vous faites des pas chassés dans votre quotidien, voilà. C'est une motricité qui n'est pas naturelle, qui est différente, qui est moins habituelle. Donc, ça va être un apprentissage complexe au niveau moteur à réaliser pour le gardien de but. Vincent, Oui, ça revient exactement à ce que je disais sur la motricité, où le gardien doit vraiment être proche d'un gymnaste pour moi. Donc il faut qu'il soit à l'aise dans tous ses déplacements, dans tout ce qui est lié au poste, hein, c'est-à-dire autant les bras, les jambes, tout quoi. Donc je suis entièrement d'accord. Un gymnaste et un athlète. Et un athlète aussi. Le gardien de but, il se déplace vers l'avant pour se placer, pour se placer dans la profondeur, dans sa zone. Il peut aussi se déplacer vers l'avant pour intercepter des balles. Mais après, voilà, il fait aussi des déplacements latéraux pendant la circulation de balles, pendant la parade même. Quand je dis qu'il faut qu'il soit capable de sauter sur un pied et haut, surtout valable en fonction des morphotypes des gardiens, à cet âge-là, on ne peut pas dire que majoritairement, ils sont super grands, donc ils sont plutôt petits. Ils sont plutôt petits, donc il faut qu'ils sachent toucher, arrêter des balles qui arrivent en haut. Et lancer loin, voilà, c'est le premier attaquant, donc il faut qu'il soit capable de remettre le ballon en jeu plus ou moins loin. Ce qui n'est pas forcément évident à cet âge-là. La longueur des relances, elle n'est pas super longue, quoi. Ce qui est normal. Un niveau motricité spécifique, c'est ce que je vous disais. Il faut aider le gardien de but à être aussi à l'aise à droite qu'à gauche avec ses mains qu'avec ses pieds, pour éviter qu'il s'ancre dans des préférences d'action toujours du même côté. Il y a souvent, on voit souvent des gardiens qui, peu importe le tir, le duel, peu importe, ils vont toujours faire une même parade, ou du moins, ils vont se lancer d'un côté. Donc moi, je pense, c'est une hypothèse, hein, mais Vincent, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que c'est l'intérêt du travail justement de motricité à faire très très tôt, parce que je pense que plus vite on est à l'aise
dans les deux latéralités et plus vite, finalement, on peut s'adapter aux situations. Oui, tout à fait. Ça revient à être à l'aise avec son corps. Même si on est droitier, ben, il faut être capable de servir aussi bien de son bras gauche que de sa main droite. Ça rentre dans tout ça. Et oui, il faut faire travailler. Même s'il y a un gardien, on peut très bien à cet âge-là lui apprendre déjà, par exemple, à jongler. Mais qu'avec la main gauche, il dit oui, mais je suis pas gaucher, mais il faut le travailler quand même, quoi. Donc oui, c'est entièrement d'accord. Et la précision aussi du geste, parce que si vous êtes droitier ou droitière, vous pouvez être très précis, vous pouvez savoir un niveau de finesse très, très, très élevé où se situe votre main par rapport à un élément que vous voulez saisir, que ce soit le ballon ou un truc qui peut être sur votre table actuellement. Avec la main, votre mauvaise main, entre guillemets, c'est plus approximatif. Et ben, dans les buts, c'est pareil. Donc, plus on va le travailler, plus on va affiner finalement la relation de distance par rapport à l'objet, le schéma corporel aussi. Parce que ça, c'est important. C'est des jeunes qui grandissent. Donc, ça se trouve, ils vont prendre 20 cm en peu de temps. Et puis enfin, 20, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, bon, l'idée, c'est ça. Leur corps, il change. La distance entre le coude et puis le doigt, bah, ça peut varier aussi. Donc, il peut perdre un peu ses repères. D'où l'intérêt de travailler en répétition sur ces exercices de motricité spécifique. J'enchaîne. Si jamais tu as quelque chose à ajouter pendant le truc, tu dis. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Sinon, je déroule parce que... Voilà. Du coup, là, c'est voilà, le point de vue un peu général au niveau moteur, enfin motricité générale spécifique. Des idées de ressources, si vous êtes un petit peu à sec en termes d'exercice, que vous savez pas trop, c'est bien beau de parler de coordination, de dissociation, d'équilibre, tout ça, mais qu'est-ce qu'on propose concrètement comme exercice? J'ai listé ici plusieurs sites, plusieurs chaînes vidéo que moi j'aime bien regarder de temps en temps quand j'ai envie de varier un petit peu les exos que je fais, que ce soit à des 11 ans, des 13 ans ou même à des seniors, hein, parce que les seniors aussi ont besoin de ces petits exercices-là. Donc c'est voilà, Motor Skill Learning. Là, c'est des tout petits, genre c'est la maternelle, quoi. Mais il y a quelques exercices qui sont applicables pour les plus grands et qui sont assez ludiques et assez sympas à faire. Donc ça surprend toujours, mais je trouve que c'est pas mal aussi de rajouter de la surprise dans sa façon d'entraîner parfois. C'est ce que Vincent, tu disais en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs dans d'autres sports pour l'appliquer au handball. C'est une approche que j'ai aussi et que j'aime bien. Voilà, on vient de le dire, regardez ce qui se fait ailleurs. Pour tout ce qui est travail des pieds, motricité des membres inférieurs, précision de ce qu'on peut faire avec nos pieds. Moi, je regarde forcément au foot ce qui se fait parce qu'en plus, l'avantage avec le foot, c'est qu'il y a le ballon qui est présent et c'est très important de conserver le ballon dans les exercices. Donc, je vous conseille fortement de regarder cette chaîne YouTube. Pas le foot, mais ce que tu disais, la jonglerie. Donc là, on est sur les arts du cirque. Ce que j'aime bien avec les arts du cirque, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de matériel différent qu'on peut exploiter de plein de façons possibles. Ce que j'aime bien faire aussi, moi, c'est me balader dans les rayons jeux et les jouets des supermarchés et de regarder qu'est-ce qu'il y a comme matériel, comme jouet, et de me dire qu'est-ce que je pourrais faire avec ça pour mes gardiens, mes gardiennes. Et là, je me sens presque un petit peu comme dans Top Chef où on te dit, bah, tiens, tu as un ingrédient, tu as un thème, et il faut que tu te débrouilles pour créer un exercice avec ça. Bah, c'est une façon de se challenger un petit peu ou de voilà, essayer de le faire avec vos copains, pourquoi pas. Et n'hésitez pas aussi à, quand vous faites vos recherches, à utiliser des mots en anglais.
parce que comme ça va vous ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Donc là, je vous en ai proposé 2. Mais bon, après, en fonction de ce que vous voulez, regardez un petit peu sur Google Trad comment tel ou tel mot peut se traduire. On ne sait jamais, on peut avoir toujours de très bonnes surprises. Forcément, oui, j'ai mis des vidéos, vous les avez déjà peut-être vues sur le groupe. J'aime bien faire des petites vidéos, des exos de motricité que je peux proposer à mes gardiennes. Là, c'était des gardiennes seniors, mais c'est des exos que j'ai fait aussi avec des plus jeunes. Voilà, enfin, je pars pas du principe que parce qu'elles sont seniors, ce qu'on propose habituellement à des petits, ben, c'est pas approprié, c'est pas adapté pour elles. Je suis pas d'accord là-dessus. Il y en a plein d'autres, des exos. Vincent, comment toi tu travailles avec tes jeunes gardiens ou tes moins jeunes gardiens sur ces thématiques de motricité, justement, qu'elles soient générales ou spécifiques, tu l'intègres comment dans tes séances? Alors, si c'est une séance vraiment que spécifique gardien sur 1h15, 1h30, en fait, j'aime bien travailler un seul thème dans la séance. Donc, ça peut être, je donne beaucoup sur de la motricité, même s'il y a pas mal d'autres travaux à faire. Mais voilà, plein d'exercices que je peux inventer moi en fonction de ce que j'ai envie de travailler spécifiquement, ou des exercices aussi que je peux trouver ailleurs sur d'autres sites, d'autres sports, des choses comme ça, et en fonction aussi du matériel que je peux avoir à disposition. Parce que ça, c'est quand même important, parce que c'est vrai que l'entraînement des gardiens peut se faire sans matériel, hein, mais là où ça devient le plus intéressant, c'est quand on a du matériel et qu'on peut les faire travailler de différentes façons. Donc voilà, c'est soit des exercices que je trouve sur Internet et qui me semblent intéressants par rapport aux gardiens que je vais avoir et ce qu'il y a à travailler avec eux, soit des exercices que j'invente moi et qui les fait travailler vraiment sur quelque chose de très précis. Okay. Je trouve que c'est hyper important pour un entraîneur d'être curieux et créatif et ingénieux, justement. Faut pas, je trouve que c'est un peu dommage de chercher en permanence des exercices et d'en faire un copier-coller à l'entraînement. Je trouve que c'est bien de voir ce qui se fait, mais aussi de se mettre un petit peu plus en difficulté et de dire, OK, bon, à partir de ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux construire comme exercice? Et parfois, ben, on se rend compte, notamment ces temps-ci, qu'avec du matériel de cuisine, eh ben, on peut faire des exercices intéressants. Donc, c'est une fibre à développer chez tout entraîneur, je pense. Et il y a aussi une expérience à faire, je vous invite tous à la faire parce que c'est génial. Vous mettez un exercice en place avec le matériel dont vous avez besoin ou que vous avez déjà apporté, peu importe. Le gardien, il fait son exercice et vous lui demandez, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cet exercice plus facile, plus difficile, etc., etc. Et ils vont vous trouver des variables sur lesquelles jouer. Et finalement, ils vont vous donner un nouvel exercice. Et ils en sont capables parce qu'il suffit juste de leur donner l'occasion de réfléchir à ça. Et donc, les gardiens eux-mêmes, sans en avoir conscience, ils sont capables aussi de vous aider, vous, en tant qu'entraîneur, à créer vos exercices. C'est une source géniale de curiosité, d'inventivité. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, de leur demander ça, vu que tu travailles sur l'autonomie. Oui, ça m'est déjà même arrivé de leur dire, pour la prochaine séance, vous mettez en place un exercice chacun qu'on fera évoluer en fonction de ce que vous allez proposer. Donc les évolutions, c'est moi qui les fais, mais par contre, les exercices viennent d'eux. Et du coup, ils travaillent vraiment sur quelque chose qu'ils ont envie de travailler et sur des choses où ils se sentent en difficulté. Donc c'est vraiment intéressant. Question-réponse. Alors, l'autonomie, ça se construit tout au long du, du cheminement.
Bah oui, enfin, oui. Après, c'est l'autonomie, ça dépend de quel type. Ça peut être l'autonomie à créer un exercice et puis à savoir à quel moment le mettre en œuvre à l'entraînement. Ça peut être l'autonomie en termes d'hygiène de vie aussi. Ça peut être l'autonomie dans le travail d'analyse vidéo si on décide de le faire. Donc là, on est, oui, tout au long du cheminement. J'élargis, je ne suis pas uniquement sur 11-13 ans. Tu complètes? L'autonomie, c'est vrai qu'il y a eu deux questions qui sont suivies là-dessus. L'autonomie, alors là, on parle des jeunes de 11 à 13 ans, ça se construit avec l'entraîneur au départ. Donc, c'est l'entraîneur qui va guider, qui va peut-être sur des séances d'entraînement où il sait qu'il ne va pas avoir forcément le temps de s'occuper des gardiens de but, lui faire des fiches et lui dire à chaque fois que tu as un moment où tu n'es pas dans le but, tu vas récupérer cette fiche, tu fais un ou deux exercices avant de tourner avec l'autre gardien. Ça peut être des choses comme ça, mais en fait, il faut qu'il se responsabilise et qu'il essaye d'optimiser tous les moments de la séance parce que tout le monde l'a déjà vu chez les gardiens. Quand il y a plusieurs gardiens sur une séance d'entraînement, bien souvent, il y en a un qui est dans le but, il y en a un qui est à côté, qui fait semblant de s'étirer ou il n'optimise pas en fait son temps de travail. Et c'est sur ces temps-là en fait où l'autonomie est très importante. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'amener, comme les joueurs, d'optimiser le temps de travail dans une séance d'entraînement. Donc, et ça permet aussi à l'entraîneur qui est seul à gérer un groupe de pouvoir se libérer aussi un peu de ce travail avec les gardiens sans forcément faire du travail spécifique tout le temps. Mais c'est le gardien qui va se gérer dans ces temps faibles pour pouvoir travailler. Alors, question suivante. Quel exemple d'exercice pour éviter de partir plus d'un côté que de l'autre? À toi l'honneur. Alors, donc ça, on en parlait tout à l'heure sur la motricité. Donc, ça peut être tout travaux de motricité qui puissent exister pour travailler aussi bien d'un côté que de l'autre. Après, sur les jeunes gardiens, c'est vrai que le travail est différent par rapport aux gardiens un peu plus vieux. Chez les jeunes gardiens, j'essaye de mettre à profit les défauts que peuvent avoir un gardien en qualité. Par exemple, un gardien qui part tout le temps du même côté, je vais essayer d'aller sur un mode de jeu inducteur, d'accord, pour essayer d'amener le tireur à tirer où le gardien a envie. Donc, d'essayer de faire de cette faiblesse sur le moment une qualité. Et ça lui servira aussi pour plus tard parce que être piégeur, c'est quand même très important chez un gardien. Ouais. Je pensais à un autre truc qui est un peu plus une contrainte un peu dissimulée pour le coup. Mais ça peut être, ça m'est arrivé de le faire aussi, à plusieurs entraînements, pendant des séquences de jeu, de demander aux filles, enfin, aux gars, peu importe, de tirer du même côté. Ne serait-ce juste pour voir si le gardien percute au bout d'un moment que le tir, il est toujours de ce côté-là. Mais c'est pas, voilà, je ne suis pas favorable à le faire tout le temps parce que faut varier les choses aussi. Et puis, comme tu dis, j'aime beaucoup l'idée de justement de faire d'un défaut ou d'une difficulté un atout, sachant qu'effectivement, ouais, c'est clair que en faisant ça, il prend de l'avance aussi sur ce duel-là avec le tireur et ces modes de jeu-là. C'est une entrée très intéressante, je trouve. Ouais. C'est comme par exemple si je pousse le problème un peu plus loin, ce dont tu parlais tout à l'heure sur le problème de puissance sur la relance. Chez des gardiens plus vieux, on demande souvent de regarder loin et court dans un deuxième temps. Moi, sur les jeunes gardiens, par exemple, où on sait qu'ils ont du mal à franchir des fois le milieu du terrain sur des relances, je vais plus travailler sur la vitesse de récupération de balle pour relancer court, pour qu'après ce soit les joueurs qui montent la balle rapidement, plutôt que d'aller chercher des solutions longues. Donc, il y a toujours des moyens de s'adapter en fonction de la tranche d'âge, et en particulier là sur les 11-13 ans. Donc, moi, j'axe plus le travail sur vitesse de récupération, relance courte, que d'aller chercher des relances longues qui n'arrivent jamais en fait à la plupart. Après, il y a aussi peut-être la question au niveau psycho.
du gardien qui peut, je ne sais pas, hein, ça m'est pas personnellement arrivé, je ne crois pas, mais du gardien qui est un peu triste ou qui culpabilise un peu de ne pas réussir à lancer loin, justement. Et donc, l'idée, ça peut être de lui faire comprendre qu'il n'existe pas qu'un seul type de relance qui consiste à envoyer la balle dans les 9 mètres adverses, mais qu'il y a des relances courtes qui marchent aussi très très bien et que ça doit être quelque chose, dans tous les cas, qu'il doit maîtriser pendant son cursus. Donc, effectivement, c'est l'enchaînement de tâches et ce choix-là de relancer court, relancer loin. Tout à fait. Tout à fait. Alors, si tu vois d'autres questions auxquelles tu veux répondre, vas-y. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Il y a une question que je ne comprends pas trop là, de Patrice, qui met un gardien qui se retrouve sur le terrain de temps. Ah, ce n'est pas facile de lui faire intégrer du spé gardien et du spé joueur. Ouais. Oui, c'est l'idée que si tu veux un gardien qui sache jouer à la fois dans les buts et sur le terrain, il va avancer à un rythme plus réduit que s'il se spécialisait dans l'un ou dans l'autre. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Là, moi, je trouve l'avantage, l'importance que j'accorde au fait de faire passer un gardien de temps en temps, sans se prendre la tête, voilà, sur le terrain, à l'entraînement, c'est qu'ils se rendent compte des difficultés que peuvent avoir les tireurs à certains moments, du rapport direct avec la défense. Qu'est-ce que l'action du défenseur que j'ai face à moi va avoir comme influence sur mes possibilités de tir après? Donc ça, après, quand il rebascule, mais c'est compliqué, c'est un travail compliqué à faire au niveau psycho, il faut cogiter. Mais c'est une sensibilisation, c'est une initiation à faire aussi à cette lecture finalement, à cette compréhension des situations et qui lui servira plus tard forcément. La qualité d'impulsion. Comment tu travailles la qualité d'impulsion avec les jeunes gardiens? Alors, la qualité d'impulsion, je travaille beaucoup sur ce que j'appelle le travail de poussée jambes opposées au tir. Donc, après, sur une petite catégorie comme ça, la qualité m'importe peu. La qualité, on va la travailler plus tard. Et ce qui m'intéresse, c'est que le gardien soit capable de pousser aussi fort d'un côté que de l'autre. Donc, je ne parlais pas de quantité, mais pour moi, c'est pas de qualité, mais plutôt de quantité. C'est vraiment la quantité qu'il est capable de mettre dans ses poussées. C'est ça qui m'intéresse, toute la qualité. Moi, perso, dans le cadre justement de la motricité générale, plutôt pour le coup, je l'ai fait pousser des deux jambes, côté impact, côté opposé, histoire qu'il développe des compétences des deux dans les deux cas de figure, quoi. Après, je vais pas brider sur il faut pousser comme ci, il faut pousser comme ça. Voilà. S'il sait faire des deux, mais qu'il préfère un mode, bah voilà, il va opter pour telle ou telle façon. Et puis, tant qu'il est à l'aise, moi, ça me va. S'il le fait à condition en fonction de l'impact du tir, parce que s'il y a un gardien qui pousse côté jambe du côté du tir, alors que le tir est en bas, ça va être compliqué. Ah oui, bah là, il est foutu. Voilà. C'est l'inconvénient de cette poussée. Pousser en fonction de l'impact, moi, ça ne me pose pas de souci. C'est vrai que la plupart du temps, quand on demande de pousser avec la jambe opposée au tir, on peut intervenir aussi bien en haut qu'en bas. C'est ça. C'est l'avantage, tout à fait. Mais moi, je pense que j'ai souvent vu des photos justement de ces poussées-là, jambes opposées. Je trouve qu'il y a un affaissement en termes de hauteur prise. Et c'est ça qui a poussé ma réflexion sur OK, qu'est-ce qui se passe si on pousse jambes côté impact. Et effectivement, le gros inconvénient, c'est que ça peut être bien, on peut trouver le côté du tir, mais si on déclenche la parade en poussant côté jambe, côté impact, et que le tir est en bas, oui, dans tous les cas, là, on est foutu. Donc, pour moi, dans les deux types de parade, enfin de poussée, il y a avantage et inconvénient.
l'affaissement du gardien se fait si le gardien veut pousser en une seule fois. Ouais. Si par contre on habitue nos gardiens très tôt, et justement sur des courses très longues, à faire 2 petits pas plutôt qu'un grand, on arrive à garder quand même de la hauteur en fait, La dans hauteur. la cage et de pouvoir intervenir aussi bien en haut. Donc c'est vrai que D'où- c'est un travail qui est intéressant de multiplier les petits appuis dans le but pour être capable d'intervenir aussi bien en haut. Et d'où l'importance aussi du travail justement de déplacement rapide pour justement effectuer ces 2 petits pas pour être placé idéalement en fonction de ce qui va se passer après. Alors, pensez-vous, j'aime bien cette question, pensez-vous que l'entraînement collectif suffise pour un gardien ou faut-il réellement des séances spécifiques? Et si oui, combien par mois? Ça peut être suffisant. Tout dépend aussi ce que veut faire le gardien plus tard. Après, si on a des gardiens qui veulent aller vers de la performance sur des niveaux de jeu intéressants au-delà de moins de 13, je pense que le travail en collectif ne suffit pas. Il faut vraiment avoir un travail spécifique sur ce poste-là. Après, c'est aussi, on revient encore à la question de l'autonomie, avec les temps morts à gérer pendant la séance, où il peut, ouais, c'est un temps parallèle finalement à Et exploiter. après, quand elle demande sur la fréquence par mois, je pense qu'une fois par semaine, ça peut déjà être bien. C'est pas forcément. Après, il ne faut pas, sur un entraînement spécifique, il ne faut pas forcément qu'il soit long. Hein. Ça peut être un travail de 20 minutes où les joueurs ont un travail aussi à faire en même temps. Donc, en fait, on essaye d'optimiser pour ne pas faire travailler que le gardien et que les joueurs soient à l'arrêt. Mais on peut tout faire en combinant les deux, les joueurs et le gardien. Alors, on arrive à la fin des questions. Que pensez-vous de l'utilisation de la vidéo pour montrer les erreurs et les bonnes choses aux gardiens? Alors, moi, j'aime bien déjà que dans la question, il y ait les bonnes choses. Tu l'utilises avec les petits? Comment? Tu l'utilises avec cette catégorie d'âge, la vidéo? Plus sur des catégories de sélection. En club, c'est pas un public non plus que j'ai l'habitude d'avoir, donc, mais ça pourrait se faire aussi. Hein, c'est parce que généralement, quand on explique quelque chose à un gardien, c'est dur à visualiser en fait ce qu'il fait. Donc, le fait de lui montrer quelque chose en vidéo, ça peut être bien. En plus, maintenant, il existe des systèmes où il est possible de filmer, d'avoir un ordinateur et de différer l'image sur l'ordinateur. Donc, ça lui permet de faire quelque chose, d'enchaîner pour aller voir son travail. Donc, ça peut être sympa aussi. Moi, je le fais en comité. Je l'ai beaucoup fait en comité et en moins de 15. Avant, j'ai pas fait. J'ai un peu moins entraîné en club cette catégorie d'âge-là. Mais ouais, moins de 15 sûr. Et comité aussi, parce que j'aime bien aller dans le vif du sujet en comité. Enfin, j'aimais bien parce que je ne fais plus en comité. Comment préparer la gardien-gardienne à aborder l'aspect psychologique du but encaissé? Sur les gardiens, c'est vrai que j'aime bien beaucoup parler avec eux sur des gardiens qui ont ce souci-là. Le fait d'encaisser un but, c'est vrai que ça peut être traumatisant. Après, moi, j'essaie de leur expliquer que le handball, c'est pas du foot, quoi. Donc, on est amené à prendre des buts. L'essentiel, c'est que quand le gardien trouve qu'il a fait une erreur et qu'il a pris un but qu'il n'aurait pas dû prendre, moi, ce que j'essaie de lui demander, c'est que la prochaine fois, il ne refasse pas la même erreur. Donc, de les amener vers ça et puis de vraiment dédramatiser sur le fait de prendre des buts parce que c'est normal au handball, ça s'est jamais vu des matchs où on gagne 1-0 ou même beaucoup à 0. Donc voilà, il faut accepter en étant gardien et d'oublier en fait ce qui s'est passé, de se projeter sur l'action d'après. Ça me semble important aussi. Ouais, après, il y a aussi tout ce qui peut. Moi, j'aime bien passer par. Pardon.
par les comparaisons qui leur parlent un petit peu aussi avec les professionnels. J'aime bien leur dire, mais regarde, tu as vu le nombre de buts qui sont pris sur des matchs des grands, des équipes nationales, tout ça. Ils en prennent beaucoup des buts. Mais est-ce qu'ils se démoralisent? Non, ils continuent, ils continuent de donner tout ce qu'ils peuvent. Et je parle parfois aussi des stats. Moi j'ai l'impression que vers les 15 ans à peu près, il y a le rapport de force qui bascule un petit peu de la faveur du gardien plutôt à celle du tireur qui a développé ses savoir-faire individuels au niveau du tir et où le gardien il peut être un petit peu en difficulté. Moi j'ai pas mal de gardiennes qui ont eu un peu de mal à gérer cette bascule-là. Et, et donc là, je leur dis, mais ouais, ok, très bien, mais regarde les stats des gardiens, des gardiennes en senior. Tu vois, ils font allez, 30 à 40% d'arrêt. Et, et voilà, et peut-être même qu'un gardien, il va faire 20% d'arrêt dans son match, mais il ne va pas faire beaucoup d'arrêts, mais peut-être qu'il va faire justement dans la toute fin du match l'arrêt ou les 2 arrêts qui vont faire du bien à son équipe pour rester devant ou pour repasser devant. Et c'est ces différents scénarios-là là, que j'aime bien aborder avec eux pour essayer de leur faire justement dédramatiser cette situation tout en essayant de les booster un peu dans leur activité, puis sur toute la durée du match, quoi. Parce que c'est vrai que quand on prend une série de 4 buts d'affilée, 5, voilà, c'est compliqué quand même de relever la tête et de rester dedans. Donc il y a Lionel, il a sa petite phrase là, je pense qu'on en a tous plus ou moins une ou deux des petites phrases qu'on glisse comme ça. Donc Bourget, la balle d'après est toujours plus importante que celle qui est passée. Ouais, par exemple, c'est un exemple de phrase qu'on peut utiliser aussi. Donc voilà, mais du coup, ça me fait penser que ça peut être intéressant, ce thème-là de la gestion des émotions, du stress, tout ça, sur les catégories jeunes avec les gardiens. Ça peut être pas mal. Si quelqu'un veut le lancer comme sujet du sondage, ça pourrait être pas mal. Comment aborder les parents en match? C'est quelque chose à pas prendre en compte. Ouais. Déjà se concentrer sur nos joueurs, nos gardiens, et c'est Est-ce intéressant d'avoir un encadrant spécialiste des gardiens? Si on peut, c'est le mieux. Si on peut, c'est le mieux. Mais les entraîneurs aussi, ils doivent se sentir légitimes et compétents pour prendre ces formations-là en main. C'est facile pour un entraîneur de dire « moi, je n'ai pas été gardien, donc je ne m'occupe pas des gardiens ». C'est très, très facile de le dire. Mais c'est lâche. Moi, je trouve que c'est lâche. C'est comme… c'est comme l'entraîneur gardien. Pour moi, il doit être capable d'entraîner des tireurs. Ou de la défense ou d'autres. Voilà, il a d'autres compétences à apporter au groupe. Est-ce qu'il existe des formations spé gardiens pour les coachs? Ça n'arrête pas de couper là en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Alors, en attendant que ça se stabilise de son côté, il y a des initiatives actuellement qui sont menées un peu à droite à gauche. C'est des soirées techniques organisées par des comités départementaux, par des ligues. Il y a des colloques de formation, comme le TIBI par exemple, qui avait mis le poste de gardien de but à l'honneur et qui avait fait 2 ou 3 jours spécifiques sur le thème du gardien. Donc ce sont ce type d'initiatives-là. Il y a toujours l'auto-formation à partir des ressources qu'on trouve sur Internet. Et là, oui, il y a actuellement une réflexion qui est menée sur la constitution d'une formation pour différents types d'entraîneurs avec différents besoins. Donc c'est un travail qui est réellement mené actuellement et qui va, je l'espère, se concrétiser à l'échelle
fédéral. Et parce qu'effectivement, à chaque fois, on pose cette question. Et oui, il faut qu'il y ait cette formation-là. Il la faut. Elle manque. Donc, il faut qu'il y ait un groupe pour la créer. Et c'est actuellement le cas. Et vu que c'est un travail qui est en cours, ce ne sera pas fini demain. Donc, voilà. Du coup, au niveau de tes activités, à toi, Vincent, est-ce que tu fais quoi vis-à-vis de cette formation-là des entraîneurs? Alors, moi, j'interviens dans les formations d'entraîneurs de type 4 et type 5 sur la région PACA. Et justement, j'insiste énormément sur les entraîneurs, de leur dire il n'y a pas besoin d'avoir un entraîneur spécifique gardien. Vous êtes capable de le faire. Avec tout ce qu'il existe sur Internet maintenant, ce que vous voyez avec d'autres entraîneurs, tout ça, vous êtes capable de faire travailler vos gardiens. Vous n'aurez peut-être pas la sensibilité de corriger certains petits points précis, mais par contre, les faire travailler, vous pouvez les faire travailler. Donc, dans toutes mes formations que je mets en place, j'ai toujours une partie qui est sur le travail du gardien de but, comment leur faire, parce que si les gens sont à la recherche un peu d'un catalogue de recettes pour avoir des situations. Mais voilà, j'insiste énormément sur ce travail-là, j'essaie de les sensibiliser. Bien. Eh bien, les amis, on va se quitter sur cette réponse-là. Vincent, est-ce que tu souhaiterais faire une publicité pour un événement prochain ou tes stages ou ce genre de choses? Profite. Là, ça va être compliqué parce que tout est arrêté avec ce confinement. Donc, les stages que je devais mettre en place pendant les vacances de Pâques et tout se font pas. Donc, on va voir pour l'après. Mais voilà, j'espère que tout reprendra le plus vite possible pour continuer à faire travailler nos jeunes gardiens. C'est quoi le nom de tes stages? Il n'y a pas forcément de stage. C'est sur mon école paroisse de gardien de but. C'est des journées de stage que je fais. Et là, avec la région PACA, on essaye de mettre en place des stages pendant les vacances de 3 ou 4 jours. On est en train de travailler sur le format où on les fait travailler spécifiquement pendant 3 4 jours à voir. D'accord, ça marche. Alors, ceux qui sont partis à l'apéro très vite là maintenant n'auront pas le scoop que je vais lancer. Non, c'est pas forcément un scoop, juste pour vous indiquer qui va intervenir la semaine prochaine et sur quel thème. Donc, on va accueillir David Degouy, qui est donc l'adjoint actuel de l'équipe 1 de Montpellier. Et donc, il va intervenir sur le fameux thème qui a recueilli à peu près 200 votes, qui est la relation défense-gardien sur les tirs de loin secteur central. Donc, ce sera mercredi, 18 h, comme d'habitude, avec le même format, la même procédure pour vous envoyer les liens, etc. Voilà. Je te remercie, Vincent, pour avoir accepté ma proposition. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi j'ai passé. Ça m'a fait bien plaisir de te rencontrer comme ça. J'espère qu'on aura encore l'occasion de travailler, à collaborer sur d'autres projets, d'autres façons. Et Mais en tout cas, je tenais aussi à te remercier d'avoir pensé à moi pour cette belle initiative, parce que je trouve super intéressante. Donc, un grand merci. Et merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. Donc, bonne soirée à vous, bon apéro, santé, et puis à la semaine prochaine. Salut! Merci beaucoup.